Le 12 juin 2025, le gouvernement gabonais a annoncé la suspension de l'exportation de manganèse brut à compter du 1er janvier 2029. Quelle est la vision stratégique qui a motivé cette décision? Et pourquoi le cap de 2029 a-t-il été jugé réaliste par le gouvernement gabonais? Autant de questions que nous allons pouvoir nous poser dans cette émission qui réunit à la fois la rédaction de Gabon Première, représentée par Béni Evaka, celle du journal L'Union par Hans Ndon-Mebalé, et pour le compte de Gabon 24, Armstrong Agaya, que je suis. Avec nous, notre invité, Marcel Abeke, ancien ministre, ancien administrateur directeur général de la Comilog. Monsieur le ministre, bienvenue à vous dans cette émission et surtout, merci d'accepter cette invitation. Je vous en prie. Avant que de pouvoir entrer dans le vif du sujet, monsieur le ministre, vous nous permettrez de revenir un tout petit peu sur votre biographie. C'est donc à Ahmed de Béni Evaka que la responsabilité est donnée. Merci Agaya. Marcel Abeke, né le 26 avril 1953 au Gabon, ingénieur en génie minier formé à Polytechnique Montréal au Canada, doté d'une grande expérience au management, car vous avez dirigé la Comilog pendant plusieurs années, soit de 1989 à 2011. Vous avez été conseiller spécial de feu président Omar Bongo de 1993 à 2003 et dans le même temps, vous avez dirigé également la mairie de Léconie et nous sommes là dans les années 1996 et ce jusqu'en 2006. En 2011, vous quittez la Comilog pour vous installer à Paris en France en qualité de directeur exécutif chargé du développement Afrique au groupe Eramet, et ce jusqu'en 2018. Vous êtes rappelé par le pays en 2022 pour être nommé haut commissaire de la République et au lendemain du coup de la libération, le 30 août 2023, vous occupez le poste de ministre du pétrole de la transition. Et on ne peut terminer cette brève biographie sans parler évidemment ou encore sans évoquer votre passion pour le sport, notamment le golf, dont vous êtes le pionnier au Gabon et ce depuis plus de 40 ans. Marcel Abeke, c'est un parcours élogieux, mais avant que d'aborder la première question, je me permettrai de vous le demander. Vous qui avez côtoyé Feu Omar Bongo Ondimba, quelle était la véritable vision de ce dernier lorsque l'on parlait, par exemple, de cette exportation de manganèse? Alors, je vous remercie pour votre question. Il faut savoir que le véritable pionnier, le véritable initiateur de ce sujet relatif à la valorisation de nos ressources naturelles au Gabon, c'est vraiment le président Omar Bongo. C'est un sujet qui lui tenait à cœur. C'est un sujet qu'il a commencé à évoquer dès qu'on a parlé du chemin de fer, donc dès qu'on a parlé du fer de Belinga. Et depuis cette époque, si vous vous souviendrez que ça remonte aux années 70. Hein. Et c'est un sujet qu'il a renouvelé, il a reposé au président Mitterrand à l'époque quand il s'est agi de l'inauguration du premier tronçon du chemin de fer. Quand Mitterrand était venu, le problème avait été encore posé. Il faut savoir que c'était un sujet quand même assez délicat. Hein, c'est notamment au niveau énergétique et au niveau disponibilité des compétences. Et pour ce faire, l'une des astuces de l'époque du président Omar Bongo, c'était de dire qu'il fallait sur place en France investir dans une société qu'on appelait SFPO, la Société du ferro-manganèse de Paris-Outreau. Et c'était donc une société qui allait permettre la formation des jeunes Gabonais et qui, un peu plus tard, allait revenir au Gabon pour assurer la relève une fois les projets de valorisation lancés au Gabon. Alors, monsieur le ministre, on va rentrer de plein pied dans cette émission et parlons donc de l'actualité. Comilog, donc filiale du groupe Eramet, est le principal opérateur du manganèse au Gabon. Des inquiétudes ont été exprimées sur la faisabilité technique et énergétique d'une transformation locale à grande échelle. Quelles capacités énergétiques sont actuellement disponibles au Gabon et quels sont les investissements prévus pour l'horizon 2029 ?
Alors, je crois qu'il n'y a pas de raison particulière de s'inquiéter sur la capacité d'un pays comme le Gabon, un pays souverain, de mobiliser les moyens qu'il faut pour rendre réalisable, pour rendre faisable toutes sortes de projets. Toutes sortes de projets. Aujourd'hui, l'État gabonais, État souverain, prend la décision de transformer toute sa production. Il faut qu'on s'entende, hein, il faut qu'on s'entende bien. Toute sa production au Gabon. Il n'a jamais été dit qu'il fallait, la production aujourd'hui, elle est de 10 millions de tonnes. En gros, il fallait, dès le lendemain, transformer 10 millions de tonnes. Non. Ce qui est dit, c'est que il n'y aurait plus de minerais bruts. Qui sortirait du pays. Qui sortirait du pays. Donc, les opérateurs prenaient toutes les dispositions, les opérateurs miniers prenaient toutes les dispositions pour faire en sorte que d'ici 3 ans, 4 ans, on soit dans la situation où nous serions prêts à n'exporter que des produits finis, c'est-à-dire du ferromanganèse ou du silicomanganèse. Je crois qu'il y a des opérateurs qui ont compris ce message. Il y a des opérateurs qui ont compris ce message et qui ont commencé déjà à s'investir. Et on n'a jamais vu un projet d'investissement sur lequel il n'y a pas de contraintes particulières. Si ici il y a des problèmes de contraintes, par exemple énergétiques, mais ils ont fait tout pour faire en sorte que ce problème puisse trouver des solutions à l'horizon du délai qui a été accordé aux opérateurs. Justement, M. Abeke, l'un des principaux arguments avancés par Eramet est l'insuffisance actuelle de certaines infrastructures. Vous avez parlé de l'énergie, donc de transport ferroviaire, des zones industrielles. Alors, quels chantiers prioritaires ont été identifiés pour accompagner cette réforme? Alors, vous voyez, si on revient à ce qui a été fait, entre autres, par Comilog, Comilog a investi dans le C2M. Mais avant l'investissement du C2M, il n'y avait pas suffisamment d'énergie pour pouvoir réaliser. Donc, comme on dit, c'est une question de volonté. Une volonté politique s'est exprimée, celle du président Omar Bongo à l'époque, et une volonté, justement, au plan industriel, aussi s'est manifestée de la part des représentants du management des Eramet de l'époque. Donc, il y a eu une coopération entre les deux parties. L'État gabonais a investi dans le Grand Pobara et puis le Eramet a investi dans la partie industrielle. Et puis aujourd'hui, maintenant, voilà, nous sommes en train d'exploiter les produits du C2M. Je crois que c'est à peu près dans le même état d'esprit qu'il faut inscrire les grandes orientations qui ont été données par le président de la République, chef de l'État, chef du gouvernement. C'est de dire, on vous donne 2 ans, on vous donne 3 ans. Il faut savoir que ce sont des orientations qui ne datent pas d'aujourd'hui. Ce sont des orientations, on a bien vu là tout à l'heure en introduction, ce sont des orientations qui datent d'Omar Bongo, donc des années déjà 70. Et puis ça a été repris de manière constante par ses successeurs. Entre autres, le président Ali, à l'inauguration du C2M, a encore repris. Il a encore repris justement cette idée d'aller de l'avant dans la transformation. C'était une orientation de l'État gabonais de faire en sorte qu'il y ait le moins en moins de produits bruts exportés. Mais pourquoi ça n'a pas marché? Permettez-moi de vous le demander. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Cette transformation, parce qu'on en parle aujourd'hui en 2025, mais la vision, elle était là. La vision était là, la transformation est là, elle a marché. L'usine a été inaugurée en 2015, je crois. Donc actuellement, le Gabon produit
du silico-manganèse. D'accord. Voilà. Donc la transformation du manganèse, c'est quoi? La transformation du manganèse, il y a une partie chimique qu'on appelle le manganèse métal, et puis une partie pyrométallurgique qui concerne et le ferromanganèse et le silico-manganèse. Bon, l'option retenue était celle du silico-manganèse, et aujourd'hui, Comilog produit du silico-manganèse. Alors maintenant, ce qu'il faut, c'est intensifier cette production pour faire en sorte que les quantités de brut puissent diminuer au profit la quantité transformée. des quantités transformées. On intensifie comment? Ben, on a intensifié en investissant un peu plus, dans les usines de transformation. Alors, ça sera sûrement votre prochaine question, c'est de dire que ces usines de transformation sont grandes consommatrices d'énergie. C'est ça. Est-ce que vous avez suffisamment d'énergie à mobiliser pour ces installations ou ces futures installations? Le Grand Poubara, quand il a été conçu avec une production de 160 mégas, mais un potentiel de 280. Bon, on dit dans un premier temps 160 mégas, dont à peu près la moitié qui serait à la disposition de Comilog pour ces usines. En gros, 80-90 à la disposition de Comilog. Donc, il y a à peu près l'équivalent, la différence entre les 160 et les 170 qui sont tout à fait disponibles. Qui sont disponibles soit pour des investissements de Comilog, soit pour des investissements des autres opérateurs miniers. Il n'y a pas que Comilog. Comilog, c'est vrai qu'à peu près les 3/4 de la production du Gabon, mais il y a Nouvelle Gabon Mining, et puis il y a les Chinois de Njolé qui, eux aussi, peuvent tout à fait rentrer dans cette perspective et investir dans la transformation. Je crois qu'il y a des réflexions déjà qui se font dans ce sens, notamment chez NGM, pour faire du ferro et puis pour faire du silico-manganèse. Bon, je crois que les Chinois, ils sont déjà aussi dans cette perspective. Et je crois que là, si finalement, au fur et à mesure, il s'avère que les quantités sont peut-être insuffisantes. Bah, écoutez, je vous ai bien dit tout à l'heure que le potentiel de Poubara était de 280. Donc, il va falloir aussi, de ce côté-là, réfléchir pour accroître ces capacités. Et puis, il n'y a pas que ça. Il y a quand même le potentiel énergétique du Gabon tout entier. Le potentiel énergétique du Gabon tout entier. Donc, je crois qu'au niveau des responsables de ce secteur, il y a des réflexions qui sont en cours pour voir les possibilités d'interconnexion. Interconnexion. Ce n'est pas exclu que l'énergie vienne de Libreville, entre Libreville et Mwanda et Franceville. C'est quand même des distances beaucoup plus petites que ce que j'ai vu au Canada, entre la baie James, qui est à peu près à 2000 km ou 1000 km au nord du Québec, et puis les usines qui sont à Montréal ou qui sont à Québec. Bon, donc c'est toujours faisable. Je crois que c'est une question de volonté. C'est une question de volonté. S'il y a de la résistance qui est faite, je crois que c'est vraiment très malvenu lorsqu'il y a de la résistance, notamment de la part des opérateurs. D'accord. Alors, Monsieur le Ministre, on parlait tout à l'heure de ces questions de transport, d'équipement, d'installation. Avec quel type de financement, des partenaires, quel montage financier peut-on faire pour réussir ce pari? Alors, il y a plusieurs sortes, plusieurs types de financements, où ce sont des financements conventionnels, ou c'est encore des financements ou des associations entre les différents producteurs, les différents partenaires. Il n'est pas dit que Comilog doit être seul pour construire ces usines. Les partenaires peuvent toujours s'entendre, peuvent toujours s'associer pour dire, bon, écoutez, ça serait bien si on pouvait avoir
une unité commune de production. Comme ça existe dans d'autres secteurs. Comme ça existe dans d'autres secteurs. Je ne pense pas que ce soit quelque chose vraiment de spécifique. Et les financements que nous avons utilisés à l'époque pour les usines, l'usine actuelle, ben, c'est en coopération avec l'Exim Bank, voilà. Des partenaires financiers internationaux. Des partenaires financiers internationaux avec les Chinois. Et puis voilà où nous en sommes. D'accord. Alors, lorsqu'on parle d'industrialisation, on parle aussi d'une maîtrise technique. Il faut que les personnes qui travaillent dans ce secteur soient suffisamment outillées. Est-ce qu'à ce jour, le Gabon dispose d'une main-d'œuvre suffisamment outillée pour, comme dirait le président, relever ce défi? Alors, vous savez, quand on veut de quelque chose, on met les moyens pour y arriver. Alors, on a voulu du C2M, on a mis les moyens pour y arriver. Comme l'option qui avait été choisie, c'était d'équiper le C2M d'équipements d'origine chinoise, nous avons dû envoyer un certain nombre de collaborateurs, d'ingénieurs, de techniciens qui sont allés en Chine pour 6 à 18 mois et qui ont été formés en Chine et qui sont revenus, et ce sont les gars qui sont actuellement aux commandes. Ça, c'est pour, disons, on va dire, la haute hiérarchie un peu de ce genre d'établissement. Mais la maîtrise, l'exécution, qu'est-ce qu'on fait? Ben, écoutez, il y a des programmes de formation qui ont été mis au point, et puis tout s'est passé sur place à Moanda. Et si vous avez la chance de visiter les installations de Comilog, vous allez voir que à la salle de contrôle, vous ne verrez que des Gabonais. D'accord. Vous ne verrez que des Gabonais. Alors, quand on a dit ça, je vois à peu près votre question, mais on ne peut pas se contenter de ça. Naturellement. Voilà. Donc, il faut quand même que les gens puissent avoir des formations de base. Des formations de base. Pas seulement des formations de perfectionnement, un peu comme ce qu'on a fait. On avait déjà des ingénieurs formés et puis on les a envoyés, ou même encore des anciens de la mine qui ont été justement mutés au C2M, mais qui ont suivi des formations spécifiques pour pouvoir maîtriser tous les équipements du C2M. D'où la création de l'école des mines. D'accord. L'école des mines. Mais à l'origine, c'était école des mines. Et là aussi, c'est pareil. Vous savez, le président Omar Bongo, il avait pensé à tout ça. Il a dit, moi, je veux mon école des mines. Et après, maintenant, quand on dit, on veut faire de la métallurgie, on a ajouté école des mines et de la métallurgie. Parce qu'on savait qu'il y avait la valorisation de tous ces minerais qu'on envisageait de faire sur place. Donc, il faut former des gars à la métallurgie. Et c'est pour ça qu'il y a maintenant une école des mines et de la métallurgie qui forme des ingénieurs, des techniciens supérieurs et qui prépare justement à tout ça. On a vraiment anticipé, hein, mais ces gars-là, il va falloir les utiliser à un moment donné. Il ne s'agit pas seulement de dire on forme et puis quand ils vont sortir, on se dira, ben oui, ben écoutez, vous avez formé... on ne sait quoi faire de vous. Alors qu'en fait, c'était dans la perspective, justement, de limiter la main-d'œuvre extérieure. La main-d'œuvre extérieure, mais limiter aussi l'exportation de minerais bruts. Vers l'extérieur. Vers l'extérieur. On limite ça, on fabrique plutôt du minerai, des produits un peu plus... des produits à forte valeur ajoutée. D'accord. Parce que ce qu'on fait là, c'est quoi la valeur ajoutée? Au lieu de la laisser au Gabon, on la mène à l'extérieur. Ce sont les autres pays qui profitent de cette valeur ajoutée, avec tout ce que ça peut créer comme emploi, tout ce que ça peut créer comme nouveaux métiers. Et tout. Et puis nous, finalement, on va avoir des ingénieurs qui sont là, qui ont été formés, des techniciens supérieurs qui vont se dire, mais écoutez, on ne sait pas trop comment nous utiliser. Tout à fait. Alors, peut-être revenir rapidement sur cette question de formation. Est-ce que pour ce qui est du cas de l'école des mines, est-ce qu'il y a des
projets de partenariat avec d'autres écoles, des écoles internationales? Est-ce qu'il y a des projets de formation complémentaires justement pour permettre à ce que le cap de 2029 soit réduit pour ne pas seulement compter sur l'école de Mwanda, mais d'élargir un peu le champ de formation? Ah oui, 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 bien sûr. Bien sûr, c'est une école dans sa conception initiale qui était destinée à accueillir même des candidatures de la sous-région. Vous savez que dans la sous-région, il y a les pays voisins qui ont aussi leurs établissements de formation. Mais je crois qu'il y a des accords qui se passent entre les différents établissements. Il y a la spécificité aussi de notre école. Donc nous, on fait ça. Il y a des autres qui ont des écoles qui font de la géologie et puis autre chose. Et il y a des complémentarités. Ce qu'il faut, c'est optimiser ces complémentarités pour faire en sorte que notre école puisse toujours vivre. Et en termes d'effectifs surtout, en termes d'effectifs, il faut s'arranger à ce que les effectifs qui étaient initialement prévus d'être formés puissent être maintenus. Si on dit qu'on doit former 30 par an, il faut qu'on essaye le plus possible d'être dans ces eaux-là. Il ne faut pas que ça chute à 10 ou à moins de 10. Et là, ça va commencer à poser de sérieux problèmes. On a plusieurs opérateurs miniers, pas que dans le secteur du manganèse. On voit qu'il y a des nouveaux opérateurs maintenant dans le secteur du fer. Bon, ça veut donc dire que ça laisse quand même de bonnes perspectives pour cet établissement qui va devoir former désormais beaucoup de personnes. Ahmed Benyevaka. Alors, on va rester dans l'actualité. Dans son interview du 16 juin 2025, la PCA d'Eramet, Christelle Borès, a déclaré « Transformer localement le manganèse reviendrait à mettre au Gabon 2 fois la capacité de transformation de l'Europe ». Comment le gouvernement gabonais interprète-t-il cette déclaration? Qu'est-ce qu'il faut dire de ça? J'en ai un tout petit peu parlé au début. Quelle interprétation faut-il faire de cette déclaration? Le chef de l'État n'a jamais dit qu'il fallait transformer les 10 millions de tonnes en 3 ans et demi ou en 4 ans. Voilà. Moi, tel que je lis ce que vous avez bien voulu rappeler tout à l'heure, c'est de dire « je ne veux plus entendre parler de minerais bruts à l'export ». Alors, entre-temps, mais vous pouvez bien exploiter 6 millions de tonnes, 7 millions de tonnes, et puis le faire de manière progressive. Vous faites de manière progressive, et puis vous allez arriver à peut-être aux 10 plus tard, hein, j'en sais rien. Mais il faut le faire de manière progressive au fur et à mesure qu'on prend des dispositions au plan énergétique. On a dit tout à l'heure qu'à Poubara, il y avait de l'énergie disponible. Qui va utiliser cette énergie? C'est Comilog, c'est Eramet, c'est NGM, c'est je ne sais pas qui. Mais il faut faire en sorte que les choses puissent se passer. Il faut faire en sorte que les choses puissent se produire. De toutes les façons, c'est une décision, c'est une orientation qui a été prise par les plus hautes autorités du Gabon. Il ne pourrait en être autrement. Il n'est pas question d'avoir de la résistance là-dessus. Il faut s'asseoir, il faut voir les conditions de faisabilité de ça, mais pas en posant 10 000 conditions. Il faut une énergie peu chère, une énergie propre, une énergie verte, une énergie bleue, une énergie je ne sais pas comment. Parce que j'en sais quelque chose, parce que pour le C2M, c'est moi qui ai négocié les prix de l'énergie pour le C2M. Bon,
je sais, hein, à l'époque où on a négocié ça, c'était bien beau hein, d'exiger de l'État gabonais des prix de 10 francs le kilowattheure. On est arrivé à 12 francs le kilowattheure. Je crois qu'il y a le ministre Ngoubou qui doit sûrement m'entendre. On est arrivé à 12 francs le kilowattheure. C'était quand même rude comme négociation. Mais quand on demande au Gabon 10 francs le kilowattheure, nos usines qui étaient à l'extérieur du pays étaient largement au-dessus de 15. Pourquoi vous venez demander au Gabon des tarifs que vous ne demandez pas, que vous n'exigez pas aux autres? Non, il faut... Nous sommes, comme ils ont tendance à dire, un petit pays, machin, mais la démographie n'a rien à voir avec le taux d'industrialisation et tout. D'accord, Monsieur le Ministre, nous allons pouvoir y revenir en deuxième partie de cette émission. Je rappelle que vous êtes Marcel Abeke, ancien ministre, ancien administrateur directeur général de la Comilog. La suite, Madame, Messieurs, c'est dans une poignée de secondes seulement. A tout de suite. Deuxième partie de cette émission avec notre invité qui n'est autre que Marcel Abeke, ancien ministre, ancien administrateur directeur général de la Comilog, Ahmed Bedi Evaka pour le compte de la rédaction de Gabon Première, Hans Ndong Balé pour le compte de l'Union. Ahmed, pour la suite. Oui, Monsieur Marcel Abeke, on va revenir sur cette déclaration de la PCA d'Eramet relative à la transformation locale du manganèse qui, pour elle, reviendrait à mettre au Gabon 2 fois la capacité de transformation de l'Europe. Est-ce un constat purement technique ou une remise en question de la légitimité industrielle du pays ? Je crois que c'est pas une bonne interprétation. C'est pas une bonne interprétation des choses. Et là, on voit encore qu'il n'y a pas une certaine volonté. Il n'y a pas une certaine volonté parce que c'est une condition de plus qu'on pose pour faciliter la réalisation de cet objectif des autorités gabonaises. C'est parce qu'on donne un élément de plus en disant si on le fait, on prend le chiffre des 10 millions de tonnes, et évidemment 10 millions de tonnes, en gros vous divisez ça par 3, ça vous donne 3 millions et quelques de tonnes de produits finis, c'est peut-être ça la capacité actuelle en Europe qui doit être peut-être d'1,5 million ou de 2 millions. Et puis on se dit, ben voilà, si vous faites ça, ça veut donc dire que vous allez devoir produire 3 millions de tonnes de ferro ou de silico. C'est le double de ce qu'on produit actuellement en Europe. Ben, c'est pas ça que nous on a demandé. C'est pas ce qu'on a demandé. Nous on a dit, on veut maintenant mieux gérer nos ressources naturelles. Si on comprend ça, je crois qu'on a compris tout le reste. On veut mieux gérer nos ressources naturelles. Il ne faut pas oublier que cette société voulait monter à 10 millions de tonnes. Vous montez à 15 millions de tonnes, mais 15 millions de tonnes, vous divisez les réserves par 15 millions de tonnes, vous allez vous retrouver bientôt avec une durée de vie d'exploitation de gisement de mandat de moins de ça. De 20 ans, à peu près. Et après, il va falloir commencer à parler de l'après-manganèse. Oui. Est-ce que subtilement, ce n'est pas un défi lancé au Gabon? C'est pas loin de ça. C'est pas loin de ça. Et moi, je dis la chose suivante. Les autorités ont très bien réfléchi. Ça fait depuis 60 ans qu'on exploite du minerai brut. En 60 ans, l'État gabonais a formé des jeunes. L'État gabonais a formé des jeunes. Bon, plus des jeunes, hein, des gens comme nous. On est plus jeunes. Il y a des gens qui sont au Gabon, qui savent faire le calcul. On n'a pas attendu des gens de l'extérieur pour nous montrer comment il fallait exploiter une mine. OK? Voilà. Les mines aujourd'hui peuvent être exploitées par des Gabonais à l'exclusion de tous les autres. Mais on ne veut chasser personne. Je crois on a besoin de toutes les forces pour pouvoir travailler ensemble avec cette synergie et tout. Mais on ne souhaiterait pas qu'on vienne nous imposer
des choses, quand on sait qu'on a aussi été chez les autres, on sait comment ça se passe. Donc, on ne s'est jamais imposé chez les autres. On va chez les autres, on apprend un certain nombre de choses. Mais quand on arrive chez nous, on aimerait bien que les gens nous respectent. On aimerait bien que les gens nous respectent aussi. Quand nous, on a pris une décision, les gens doivent s'y faire, les gens doivent rentrer dans les dispositions de cette décision-là. Parlons justement de respect, M. Marcel Abeke. Que répondez-vous à ceux qui estiment, certains observateurs qui estiment qu'un pays africain ne devrait pas viser une telle ambition sur la question de la souveraineté en matière de manganèse et de transformation locale? Mais vous savez, nous ne sommes pas les seuls. Okay, nous ne sommes pas les seuls. Il y a beaucoup de pays maintenant qui se sont déjà lancés dans la diversification, dans la transformation. Okay? L'Indonésie, la RDC, le Botswana et tout. Il y a plein de pays maintenant qui pensent qu'il est temps qu'on lève le pied un peu sur les matières, les produits bruts, et puis qu'on essaie de nous ramener un peu plus de valeur ajoutée sur place. C'est comme ça qu'on va se développer. C'est comme ça qu'on va se développer. On est toujours là en train de prendre tous les produits, il faut les exporter, et puis avec tous les problèmes que ça pose. Il faut transporter 10 millions de tonnes. Si on transporte 10 millions de tonnes sur le chemin de fer, vous voyez ce que ça fait? Exactement. Alors que si vous transformez, ben, peut-être que ça correspondra, je dis n'importe quoi, je n'ai pas fait le calcul, mais si ça correspond à peine à 2 millions de tonnes de produits raffinés, ben, c'est quand même beaucoup plus facile de gérer un chemin de fer qui ne transporte que 2 millions de tonnes que celui qui transporte 10. Oui, c'est tout ça. Et puis, en termes de chiffres, ben, les 2 millions de tonnes vont vous rapporter autant, voire plus que les 10. En plus, vous aurez de l'emploi. Vous allez avoir des sociétés qui vont se créer dans les différents secteurs liés et à la production de brut, puisque vous allez toujours l'avoir. Il faut produire du brut pour faire le transformé. Et après, vous allez avoir maintenant le secteur transformé qui va vous amener encore d'autres... voilà. Comment justement gommer, pour rester dans le même cadre, gommer les craintes de certains partenaires? Ils craignent une rupture brutale, ils craignent une friction économique avec justement ces acteurs déjà implantés. Non, mais il n'y a pas de raison. Il n'y a pas de raison de craindre. Je crois qu'il s'agit simplement de manifester sa volonté, d'aller dans le sens des pouvoirs publics. On va dans le sens des pouvoirs publics. C'est ce qui s'est toujours fait. Quand on a fait le C2M, les conditions ont été posées. Je sais que nous, on était là. Nous avons posé les conditions. La première réaction des pouvoirs publics, ils ont manifesté de la compréhension et ils ont dit « nous allons faire Poubara ». Mais si on avait dit « ah non, 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 nous, pas question de faire machin », je crois qu'on ne se serait pas retrouvé dans cette situation. Donc les pouvoirs publics ont pris leurs responsabilités et ils ont décidé de faire Poubara. Donc il y a eu de la compréhension mutuelle. Donc une concertation formelle. Absolument, absolument. Il faut qu'il y ait de la compréhension. Il n'y a pas de raison particulière d'avoir peur. D'ailleurs, la preuve en est, vous avez les autres opérateurs qui n'ont pas réagi. Les autres opérateurs n'ont pas réagi. Les autres opérateurs ont dû se dire, bon, écoutez, on va réfléchir. Et puis, dès qu'on aura déjà bien regardé tout notre dossier, on pourra se rapprocher des pouvoirs publics pour dire, bon, faisable, pas faisable, ou faisable sous telle ou telle condition. Mais pas en faisant déjà de la résistance ou en essayant de dire que c'est pas possible. En d'autres termes, revenir sur une concertation formelle ou encore revoir le cadre juridique. Oui, entre autres, ça n'exclut pas. Ça n'exclut pas une révision du cadre juridique. Ça n'exclut pas des révisions du cadre juridique. Encore que aujourd'hui, ce sont des conditions très favorables qui sont accordées. Monsieur Marcel Abeke, le Gabon ambitionne de capter davantage la valeur ajoutée localement. Cette volonté s'inscrit-elle dans une dynamique continentale?
à votre avis, si on prend l'exemple de certains pays africains que vous avez cités tout à l'heure, qui ont réussi ce pari, est-ce que c'est davantage une dynamique de se dire on peut faire comme les autres et on peut faire avec les autres? Alors, je ne sais pas si ces pays du continent se sont entendus ou si c'est vraiment une coïncidence, mais la tendance est un peu celle-là. La tendance est un peu celle-là, c'est d'aller vers plus locale, de valeur ajoutée sur place. Tous les produits, je dis bien pour tous les produits qui sortent, même dans le secteur de l'agriculture. On va sortir quelque chose, on dit ok, au lieu d'expédier comme ça, il faut essayer de voir si on peut essayer de le faire sur place. Nous, on essaie de se lancer dans la production du manioc dans ma région là-bas, mais si vous allez à Carrefour, vous allez trouver dans des petites boîtes comme ça, déjà toutes faites, la farine de manioc. Made in Gabon. Made in Gabon, plateau Batégué. Voilà, ce sont les maniocs que vous allez voir plantés déjà dans les plateaux là-bas. À l'époque, on sortait seulement les tubercules et puis on faisait de la pâte de manioc. Et puis on s'arrêtait là et puis on pouvait vendre. Mais là, on va maintenant un peu plus loin et tout. La tendance, c'est maintenant celle-là. Et ça, on la retrouve dans tous les pays. Aussi bien au niveau des ressources naturelles, des minerais, que des produits agricoles, que d'autres secteurs peut-être plus pointus et tout. Ce qui suppose donc qu'il faudra peut-être mutualiser les efforts avec certains de ces pays africains, peut-être également en termes de formation. Absolument. Merci. Absolument. Alors, au-delà de l'économie, M. Marcel Abeke, cette décision, on le rappelle, a une portée symbolique forte, cette décision du président de la République. Elle affirme ici une souveraineté sur la chaîne de valeur. Quel est donc le message envoyé aux partenaires internationaux, selon vous, bien sûr, aux investisseurs et à l'opinion publique sur le sens politique et économique de cette mesure? Les différents pays sont souverains. Je crois que cette souveraineté, elle va se manifester au plan industriel et au plan économique. Tous les pays feront tout pour essayer de remonter dans la chaîne de la valorisation de tous les produits et faire en sorte que toute la valeur ajoutée puisse être ramenée au fur et à mesure. Donc on remonte dans la chaîne de la valeur ajoutée des différents produits. Pour des pays comme les nôtres, on a suffisamment de force. On a suffisamment de force pour imposer aux opérateurs qui opèrent chez nous, qui sont chez nous, les nouvelles dispositions pour que tout le monde... Il ne s'agit pas de chasser, hein, attention, je ne parle pas de ça. Je dis simplement qu'il faut que l'État donne quand même plus d'orientation, parce que parfois les opérateurs aussi sont un peu perdus. On ne sait pas ce que vous voulez exactement, hein, donc on ne dit rien. C'est l'opérateur qui fait ce qu'il veut. C'est l'opérateur, pendant longtemps, ce sont les opérateurs qui faisaient la loi. Bon, maintenant, au fur et à mesure, des États un peu comme les nôtres, bien que petits, mais malheureusement puissants, parce que quand un État a 27% des réserves, 15% de la production, bon, on voit que c'est un pays qu'il faut respecter et qu'il faut faire avec, il faut s'asseoir, et puis maintenant, quitte à aider le pays aussi. On peut aussi aider le pays. On peut donner un certain nombre d'éléments au pays sur l'extérieur, sur ce qui se passe. Mais le pays, lui aussi, il a des informations. Tout à fait. Le pays, il a aussi des informations. Le pays a aussi des gens. On n'est plus à l'époque coloniale où il y avait... Des main-d'œuvre qualifiée. Oui, on a des main-d'œuvre qualifiées, on a des gens sur place. Si vous allez dans la plupart de ces sociétés, vous allez voir que toutes les usines sont pilotées par des Gabonais. Donc, il faut qu'on fasse quand même, il faut que les opérateurs nous respectent un peu plus. D'accord. Monsieur le ministre, des préoccupations ont quand même été soulevées sur la compétitivité de l'offre gabonaise. Si elle devient plus coûteuse ou complexe
pour le transport, justement. Comment arriver à maintenir l'attractivité commerciale de ce manganèse transformé dans un marché globalisé et concurrentiel? Vous savez que les produits transformés ne représentent pas le même volume que les produits bruts. Les produits bruts. Donc, si on baisse côté produits bruts, le transport sera soulagé, le transport pourra peut-être mieux s'organiser et le transport connaîtra sûrement un peu moins de problèmes. Ok. Je n'ai pas besoin de vous les énumérer, les problèmes que nous avons aujourd'hui avec le transport, parce qu'il y a une telle intensité qu'on n'a pas nécessairement le temps de faire tout ce qu'il faut en termes de surveillance de la voie, et puis des entretiens. Et si demain, par contre, on a un peu moins à transporter, ou bien on utilise d'autres systèmes, un peu comme les autres qui veulent s'implanter avec une voie électrique, bon, c'est déjà autre chose. Avec une voie électrique, c'est déjà autre chose. Mais là, pour le moment, avec ce que nous avons, il faut faire avec. Et je crois qu'on arrivera avec les produits que nous avons. Les produits transformés ne posent aucun problème en matière de transport. Parce que ce sont des petites quantités et que même si ça consomme énormément d'énergie, mais vous allez toujours voir dans ces différents pays, il y a des pays qui disposent peut-être de l'énergie, mais qui ont une main-d'œuvre beaucoup plus coûteuse. Bon, nous, on a une main-d'œuvre qui est peut-être moins chère, ben, peut-être qu'on a moins d'énergie. C'est difficile de trouver un pays qui a tout. Qui a l'équilibre parfait. Ben oui, l'équilibre parfait, mais plus que l'équilibre parfait, c'est-à-dire avoir une main-d'œuvre moins chère, l'énergie moins chère, les coûts moins chers. Non, ça n'existe pas, ça. Ça n'existe pas. Même si vous allez en Chine, vous allez trouver une main-d'œuvre moins chère, mais vous allez trouver de l'énergie qui coûte aussi beaucoup plus cher. D'accord. Alors, M. Marcel Abeke, dans cette réforme, il faut dire quand même que la question de l'emploi est centrale. Eramet évoque 10 460 emplois soutenus par Comilog et Cetrag. Quelles sont les opportunités économiques qu'ouvre donc cette politique en termes de création d'emplois, de montée en compétences, de développement d'un tissu industriel local? C'est-à-dire? Pour parler justement de l'employabilité, et comment est-ce que cette mesure va justement gérer les emplois? On a dans le secteur, vous avez parlé, beaucoup de main-d'œuvre qualifiée, mais il y a aussi d'autres qui cherchent à intégrer le secteur. Est-ce qu'il y aura plus d'emplois ou moins d'emplois? Il y aura beaucoup plus d'emplois. Il y aura beaucoup plus d'emplois parce qu'aujourd'hui, nous n'avons que le minerai brut. Demain, en plus du brut, nous aurons du minerai transformé. Donc ce minerai transformé, il est transformé dans des installations particulières, des installations qui demandent énormément de qualification, énormément d'énergie. Et donc vous voyez déjà que si vous remontez, ça veut donc dire que il va falloir des barrages, il va falloir des choses comme ça, vous allez créer des emplois là-bas. Si vous revenez vers les usines, mais ces usines qui auront été installées doivent être entretenues. Il faut qu'il y ait des gens qualifiés pour entretenir, parce que là on est en pyrométallurgie, il y a de la chaleur. Donc ce sont des métiers particuliers. Donc il y aura de la formation pour des gens qui vont devoir travailler dans ces métiers-là. Si vous avez vu quelques images, vous allez voir que les gens ils sont habillés un peu comme des scaphandriers. Ils ont des trucs pour les protéger de la chaleur et tout. Donc il y aura ça en plus. Et puis avec tout ce qui s'ensuit. C'est ce personnel, le personnel, il faut le transporter. Le personnel, voilà.
Mais si tout le monde arrive à jouer le jeu, tout le monde arrive à produire, ben, écoutez, on est parti pour faire au moins 10 000 emplois hein, avec ça. Monsieur Marcel Abiké, est-ce que ce ne serait pas l'inverse qui inquiète aujourd'hui Eramet, par exemple? C'est-à-dire en matière d'employabilité? Parce que si le Gabon parvient à produire sur place, à procéder à la transformation de façon locale, est-ce que cela ne pourrait pas avoir un impact sur les emplois côté Eramet à l'extérieur? Bah, est-ce que ce n'est pas cela qui fait partie d'une autre crainte d'Eramet aujourd'hui? Ça, je ne sais pas. N'ayons pas peur de le dire. Parce que... ça, je ne sais pas. Mais nous, on a besoin d'emplois pour les Gabonais. On a besoin d'emplois pour les Gabonais. Donc, la valeur ajoutée, elle revient ici, au Gabon. C'est la conception. C'est une conception, comme j'ai dit, qui a été initiée depuis de nombreuses années. Les opérateurs ont peut-être manqué un tout petit peu de volonté. Aujourd'hui, maintenant, c'est les responsables de l'État ont pensé qu'il était temps de pousser un tout petit peu plus les opérateurs à prendre leurs responsabilités. Et pourtant, c'est une initiative qui date quand même de Mathusalem. C'est une initiative qui date de longtemps. C'est une initiative qui date de longtemps, mais comme je vous ai dit, les opérateurs ont traîné les pieds. Est-ce que le Gabon pourrait avoir aujourd'hui la capacité de tenir tête à un groupe tel qu'Eramet si l'on s'en tient par exemple à cette problématique liée à l'employabilité à l'extérieur? Non, le problème n'est pas là. Parce qu'on sait quand même comment se comportent souvent les grands groupes face aux pays africains. Il y a des moyens de pression qui existent. Est-ce qu'aujourd'hui, le Gabon peut tenir tête véritablement? Le problème, il ne faut pas le poser en ces termes. Ce sont des partenaires. Ce sont des partenaires. Il y a un qui amène des moyens financiers. L'autre dispose de son minerai. Voilà, il dispose de son sous-sol. Il dit, moi, voilà, les conditions pour exploiter mon sous-sol, tu dois faire ça, ça et ça. C'est d'ailleurs les conditions qui sont posées actuellement. Hein. Les gens du fer, on leur dit, bah, écoutez, vous venez, vous prenez le fer, mais la destination, c'est, la finalité, pardon, c'est de transformer ce fer. Localement. Voilà. Alors, peut-être pour ouvrir une petite parenthèse, vous me permettrez, il nous reste quelques minutes à passer ensemble. L'on peut prendre le cas Comilog, il y a des plaintes de ce côté-là, par exemple, du côté de Mwanda. Est-ce que la situation actuelle, cette décision des autorités gabonaises pourrait être favorable pour emmener justement à la résolution de tous ces problèmes que vous connaissez d'ailleurs, puisque vous avez été à la Comilog? La résolution de tous les problèmes, je ne sais pas. Mais d'une bonne partie. Oui. Pour ce qui concerne l'employabilité. Hein. Ce qui concerne l'employabilité, c'est évident, c'est clair. Puisque quand on a commencé à faire le C2M, on est passé de à peu près de 1500 à 2000 personnes. D'accord. Bon, donc ça veut donc dire qu'on a gagné à peu près 400 à 500 emplois directs. Plus maintenant les emplois indirects du fait des sociétés sous-traitantes de cette nouvelle usine, qu'on avait justement, qu'on venait de mettre en place. Donc si demain, au lieu d'avoir une seule usine, ou bien une usine avec cette capacité, une usine qui a peut-être 2 fois plus de capacité, ben écoutez, on va avoir beaucoup plus d'emplois. Et puis, ça va résoudre le problème auquel vous faites allusion, celui de l'employabilité. Monsieur Marcel Abiké, vous le savez certainement, on n'est pas souvent très loin des endroits où on a été bien logé. Pour le cas de la Comilog, actuellement, dans la province du Haut-Ogooué, les plaintes fusent de partout. Finalement, vous qui avez été à la tête de cette entité, en tant qu'administrateur directeur général, qu'est-ce qui a renversé la courbe pour qu'aujourd'hui, les conditions qui étaient données à ces populations, à cette main-d'œuvre gabonaise, se retrouvent désormais un peu précarisées, si je me permettrais d'utiliser cette expression? C'est pour vous titiller. Hein. Non, mais je comprends. Est-ce que c'est à moi qu'il faut poser cette question? Ou bien j'appelle à votre expertise. Il faut poser cette question, je crois, aux gens qui sont sur place. Parce que l'évolution des choses entre mon départ et maintenant, il y a des choses qui m'échappent.
Il y a des choses qui m'échappent parce que je sais comment j'ai géré ce personnel et comment se sont passées les choses. Aujourd'hui, la société a évolué différemment. Peut-être que les responsables ont pris des décisions appropriées par rapport au contexte. Et que dans ce cadre-là, peut-être que ça ne rencontre pas nécessairement l'assentiment des collaborateurs. Comilog, c'est aussi et d'abord le groupe Eramet. Avec cette décision du gouvernement gabonais, pensez-vous que ce groupe Eramet soit prêt à écouter véritablement le Gabon dans cette nouvelle ligne tracée par Brice Clotaire Oligui Nguema? D'après vous, ils ont le choix? C'est à vous que je pose la question. Eh bien, ils n'ont pas le choix, malheureusement. Ils n'ont pas le choix, malheureusement. C'est ce que je vous dis. Le minerai est là. Si l'État décide de prendre une disposition par rapport à son minerai, c'est l'État qui commande. Hein. C'est l'État qui... Eramet devra s'y plier, Eramet devra s'y faire. Et je crois qu'il faudrait que la société puisse s'asseoir, coopérer, et puis voir ensemble les conditions de faisabilité de cette décision qui a été prise récemment par les pouvoirs publics. Selon vous, il vaut mieux discuter plutôt que d'émettre des réserves? C'est clair. Hein. Moi, je pense que plutôt que de faire des observations un peu à l'emporte-pièce, c'est mieux de regarder ou de dire que l'État doit revoir sa copie, doit refaire ses calculs. L'État, des gens qui sont là aussi pour faire les calculs. Hein. Donc, Eramet n'est pas le seul à savoir faire les calculs. D'accord. Vous me permettrez de vous permettez la tautologie de donner votre mot de la fin, puisque nous sommes arrivés au terme de cette émission. Non. Oui, comme on est arrivé au terme de cette émission, je souhaiterais, mais très sincèrement, que pour ce qui concerne les responsables d'Eramet, que les responsables d'Eramet puissent prendre conscience de cette décision qui a été prise par les pouvoirs publics et de les amener à coopérer, pour faire en sorte que, aussi bien eux que tous les autres opérateurs miniers puissent s'entendre pour la faisabilité de cette décision qui a été prise. Hein. C'est une décision qui date de près de 30 ans et que 30 ans après, on se rend compte qu'on a valorisé à peine 5%. À peine 5% de ce qu'on produit. C'est insuffisant. Donc ça n'a pas marché? Oui, on peut constater l'échec. Donc ça veut donc dire qu'on prend le taureau par les cornes et puis on dit aux opérateurs, maintenant, il faut faire les choses correctement et c'est ce qu'on attend de vous. Merci à vous d'avoir accepté de répondre à notre invitation. Je rappelle que nous étions en compagnie de Marcel Abeke, ancien ministre, ancien administrateur directeur général de la Comilog. Avec moi pour cette interview, Ahmed Benyé Vaka du groupe Gabon Télévision, Hans Ndong Balé de l'Union, Armstrong Agaya évidemment. Merci Monsieur le ministre et à vous qui nous avez suivis. N'oubliez pas, l'actualité se poursuit, l'actualité nationale au Gabon se poursuit tant sur Gabon Télévision, l'Union et même Gabon 24. Au revoir.